Je voudrais d'abord faire une mention spéciale au modérateur général qui, malgré le temps que nous avons voulu absorber, a eu l'intelligence d'impliquer tous les acteurs. Je pense que le fait que vous ayez donné votre avis sur la journée d'hier et même proposer des perspectives pour les discussions d'aujourd'hui me semblait extrêmement important. Aujourd'hui, nous allons continuer les travaux à l'image de ce qui a été fait hier, le premier panel, où les différentes institutions, l'ISRA, l'ANCAR, le projet FAO, le projet riposte de la FAO, mais aussi les eaux et forêts, nous ont gratifié de présentations de qualité, où ils sont revenus sur des initiatives intéressantes qu'ils sont en train de mettre en œuvre sur le terrain. Et nous avons vu directement le lien entre la gouvernance foncière et la dégradation des terres de manière globale. Et je pense que les discussions ont également permis d'enrichir un peu ces débats. Et aujourd'hui, nous allons faire ce même travail, cette fois-ci avec des dynamiques. Comme Cheikh l'a dit, nous avons au Sénégal des dynamiques très intéressantes qui regroupent plusieurs acteurs autour de thématiques essentielles, notamment le foncier, mais aussi l'agroécologie. Mais nous avons également des acteurs au niveau des régions qui sont organisés et qui arrivent à mettre en œuvre des initiatives. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse voir ces initiatives-là et ensuite qu'on puisse échanger sur les défis auxquels ils sont confrontés pour pouvoir aller à l'échelle. Parce que l'idée, c'est aussi qu'on puisse avoir plus d'impact. Et nous allons les demander de nous dire un peu quels sont les défis auxquels ils sont confrontés. Mais ensuite, nous allons essayer de voir selon eux, quel pourrait être le nexus entre la gouvernance foncière et la gestion durable des terres. Je pense que c'est essentiel et c'est ce message que nous avons besoin de mettre en lumière aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer avec les panélistes. Je vais juste présenter rapidement cette dynamique-là et je sais que les panélistes auront l'occasion de revenir un peu plus sur ce qu'ils sont en train de faire et à quoi consiste un peu le travail qu'ils font. Je vais parler du CRAFS, qui est le cadre de réflexion et d'action sur le foncier au Sénégal, qui regroupe plusieurs organisations, plusieurs institutions autour du foncier. Et nous avons la chance aujourd'hui de recevoir M. Ibrahim Abba, qui va délivrer la présentation du CRAFS en 5, 6, 7 minutes en plus, pour qu'on puisse avoir après le temps de discuter en profondeur sur ces initiatives-là. M. Ba, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. Donc j'ai l'honneur de vous présenter en fait les positions de principe et les propositions du CRAFS. Donc pour une gouvernance foncière responsable qui est soucieuse de la souveraineté alimentaire portée par les exploitations agricoles familiales. Bon, je vais articuler ma présentation sur 3 parties. La présentation du CRAFS. En deuxième partie, les positions de principe et les propositions du CRAFS sur la gouvernance foncière. Et la troisième partie sur les initiatives du CRAFS, sur les directives volontaires en matière de gestion durable des terres. Le CRAFS est une plateforme qui est née en 2010, donc suite à des crises en 2008, des crises financières, bancaires, dans une période où la terre était au cœur en tout cas des préoccupations, des enjeux du monde. Et là, le CRAFS se veut comme un cadre fédérateur, en tout cas organisé par des organisations de la société civile, engagé, influent pour une gouvernance inclusive des ressources naturelles et surtout la sécurisation des droits fonciers des communautés. Ça, c'est la particularité du CRAFS. Comme axe d'intervention, la protection des droits fonciers des communautés et la lutte contre l'accaparement des terres. Et dans ce sens, il y a beaucoup de travail de renforcement de capacité qui se fait, un appui juridique, une mobilisation sociale et enfin l'appui à la mise en place d'outils de gouvernance foncière, des mécanismes de veille citoyens. Le CRAFS également travaille sur la production de connaissances et le renforcement de capacité. Parce que pour accompagner également, il faut
un travail en tout cas qui repose, un argumentaire en tout cas qui repose sur des études. Donc il y a eu déjà des études sur des S, extra et d'autres thématiques en tout cas qui sont liées au foncier. Également, le CRAFS a travaillé sur un document de position sur la gouvernance foncière. Donc ça, c'était lors en tout cas du processus de la réforme foncière qui a été diligenté par la Commission nationale sur la réforme foncière. Et ces propositions également ont été traduites en éléments législatifs, donc qui sont des propositions de réforme. Comme autre axe également que le CRAFS travaille, c'est le plaidoyer et le dialogue politique. Et là, il y a une autre participation au processus de réforme, bon, comme je l'ai dit tantôt, participation également du CRAFS dans des plateformes dynamiques comme le COPILDEV, DITAES, et également le groupe de dialogue social et politique. Bon, les bases de l'action du CRAFS. Donc le CRAFS, c'est un cadre multi-acteurs de force de proposition. Le CRAFS également articule en tout cas son argumentaire ou bien ses travaux sur des plans stratégiques de développement de l'État, comme le PSE, et actuellement l'actuel agenda national de transformation 2050, ou sur l'axe 3 relatif en tout cas à un capital humain de qualité et de l'équité sociale, là aussi où l'État se propose de relancer la réforme foncière. Le CRAFS également travaille sur les lois, règlements fonciers, surtout la loi sur le domaine national et les décrets. Et enfin sur la loi d'orientation agro-silvopastorale qui est en cours de révision. Maintenant là, c'est vraiment les positions de principe du CRAFS. Comme élément, premier élément, la reconnaissance et le respect des droits fonciers légitimes des communautés locales qui vivent de la terre. Et je pense que ça fait partie des principes, en tout cas des directives volontaires. Parce que là, comme on le constate, bon, il y a beaucoup de personnes, qui ont des occupations coutumières, sans titre, et on pense que ça, c'est des choses en tout cas à promouvoir. Et même ça, dans la loi sur le domaine national, il prévoit ça. À l'article 15, la loi prévoit que les personnes qui occupaient et exploitaient les terres, en tout cas à la rentrée en vigueur de cette loi-là, continuent de les exploiter et de les occuper. Le rejet systématique de toute marchandisation foncière, ça aussi c'est une position de principe du CRAFS concernant la gouvernance foncière. Le CRAFS rejette l'immatriculation généralisée des terres. Mais par contre, le CRAFS aussi favorise, en tout cas se propose de maintenir l'esprit de la loi sur le domaine national. Inaliabilité des terres, reconnaissance des droits d'usage et gestion par les collectivités territoriales. Pourquoi le CRAFS rejette l'immatriculation? Parce que l'immatriculation, en tout cas, nous induit en tout cas vers un marché foncier. Où un marché, c'est une concurrence. Ceux qui ont les moyens disposent des terres et le pauvre paysan n'est pas en tout cas sécurisé dans ce sens. L'admission d'une mobilité foncière encadrée, ça aussi c'est une position de principe du CRAFS. Parce que là, avec l'article 3 du décret 72-12-88 relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres, là, bon, en tout cas dans cette loi, il n'était pas prévu, c'est-à-dire que la loi sur le domaine national rejette toute transaction foncière. Mais nous, on se dit que puisque souvent une personne peut disposer de beaucoup de terres, on peut en tout cas faire des genres d'avenants, faciliter en tout cas la location ou bien le prêt gracieux. Et là également le CRAFS propose également le partenariat gagnant-gagnant. Donc vu l'importance du secteur privé sur la question foncière, le CRAFS peut en tout cas propose en tout cas un cadre juridique attractif. Là où, par exemple, un investisseur qui vient établit en commun accord avec les communautés un cahier de charges dans lequel il est mentionné la vocation de la terre, l'usage, les retombées locales,
la participation des communautés au capital de l'entreprise. Là, en tout cas, le paysan ou bien les communautés, c'est-à-dire que leur terre constitue un capital sur ce partenariat-là. Et là, pourquoi même le CRAFS a proposé ça? Parce qu'on a, en tout cas, on a remarqué que souvent, c'est à ce niveau qu'il y a souvent beaucoup de terres qui sont affectées à des privés et souvent il y a des détournements d'objectifs. Et là, le CRAFS même va jusqu'à proposer, par exemple, dans une zone, suivant le potentiel foncier disponible, de ne pas dépasser le 1/10 du potentiel foncier. Ça, c'est pour vraiment sécuriser les terres des populations. Et comme autre proposition, c'est le renforcement de la participation citoyenne aux instances de gouvernance foncière. Ça aussi, c'est une originalité également du CRAFS. Parce que là, c'est vrai que dans les communes, au niveau des collectivités locales, il y a des instances comme la commission domaniale qui est là, qui assure les opérations foncières pour la commune. Mais là, nous, on propose mieux. C'est-à-dire qu'au-delà de ces instances, il faut mettre en place des comités paritaires à l'échelle village pour permettre en tout cas à toutes les catégories socio-professionnelles de ce village-là de pouvoir donner leur avis sur les opérations foncières. Également, il y a les commissions domaniales élargies, et j'en passe. Une autre position de principe, c'est la sécurisation de la vocation des espaces communs et des zones de production agricole. Et là c'est surtout les zones pastorales, les zones de pêche artisanale, zones de transformation des produits halieutiques, les forêts communautaires et les forêts sacrées et le littoral également. Hier, ça c'est pour un peu conforter le plaidoyer de l'agent des eaux et forêts qui parlait un peu de la place de l'arbre, en tout cas dans la gestion des terres. Et là, concernant les zones pastorales, actuellement le nouveau code pastoral, à l'article 14 et 15, prévoit en tout cas que ces zones pastorales soient délimitées et même versées dans le domaine public de l'État ou bien dans le domaine national, mais au cas par cas. Ça, c'est toujours pour aller dans le sens en tout cas de la sécurisation de ces espaces. Voilà, pour terminer maintenant sur les initiatives du CRAFS, en tout cas en termes d'opérationnalisation des directives volontaires au Sénégal. Et là, je pense que CRAFS, ce qu'il fait le plus, c'est la mise en place de mécanismes locaux participatifs et inclusifs en matière de gouvernance foncière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les commissions domaniales élargies, les commissions environnement élargies, les comités locaux de gestion des conflits, comme les comités villageois paritaires, autant d'instances en tout cas, d'instances de dialogue en tout cas sur la gouvernance foncière. La promotion des outils également, comme le PAWAS, plan d'occupation et d'affectation des sols, les conventions locales, et même des grilles d'analyse des projets d'investissement à incidence foncière, qui sont autant d'outils qu'on pense que ça peut vraiment favoriser, promouvoir la gestion, une bonne gestion, une gestion durable des terres. Il y a également l'appui des communautés à l'obtention des titres de délibération. Ça aussi, la plupart des organisations membres du CRAFS travaillent beaucoup sur ces aspects-là. Comment faire pour appuyer les populations à régulariser leurs terres par l'obtention de titres de délibération. Mais ça ne suffit pas. On pense que, en tout cas, la sécurisation physique ne suffit pas pour une bonne sécurisation, mais il faut aller vers également la sécurisation économique de ces exploitations agricoles familiales. Par quoi faire? En promouvant des pratiques agroécologiques. Et là, je pense que le CRAFS, à travers ses organisations membres, ils ont fait beaucoup d'initiatives dans ce sens. Hier, un de mes collègues, Ibrahim Dia, est revenu en partie sur ça, avec par exemple des aménagements anti-érosifs, des cordons pierreux, qui sont faits dans ce sens. Et pour terminer sur les recommandations, nous, comme recommandation, la recommandation phare du CRAFS pour une bonne gestion durable des ressources naturelles, c'est la relance et la finalisation de la réforme foncière, centrée vraiment sur la protection des droits fonciers des communautés agro-pastorales.
Ça, bien que c'est pas... Elle a promouvoir également une bonne gouvernance foncière durable qui garantit l'accès sécurisé du foncier aux exploitations agricoles familiales, qui vient compléter cette réforme-là. Et ensuite, impliquer les communautés agropecuaires dans la gouvernance foncière par la mise en place d'outils, de cadres et de mécanismes de gestion. Et enfin, accompagner la mise en œuvre des pratiques durables de mise en valeur des terres, notamment l'agroécologie. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Ba, pour cette brillante présentation. Je pense que les participants... Ça fait combien de minutes? Vous avez fait 6 à 7 minutes. Dans la discussion. Excellent. Donc, je pense que les participants ont pris bonne note de cette présentation et qu'ils reviendront vers vous avec des questions pour approfondir. Je voudrais juste revenir sur 2 éléments qui me paraissent extrêmement importants. C'est au-delà du contexte de la justification qui a permis la mise en place du CRAFS, qui est extrêmement important, c'est aussi les positions du CRAFS, les positions que vous avez par rapport aux fonciers, notamment la reconnaissance des droits légitimes. Je pense que ça, c'est effectivement l'un des principes également des directives volontaires et c'est important de souligner ça. Nous avons également la sécurisation de la vocation des espaces communs et des zones de production agricole. Je pense que c'est effectivement aussi les discussions qu'on a eues hier, ce qui met en lien un peu la sécurisation foncière, mais avec des vocations clairement définies et qui permettent, je pense, aux différents usagers de pouvoir bien utiliser cette ressource. C'est aussi les initiatives du CRAFS. Je pense que l'accompagnement déjà pour la mise en place des commissions domaniales élargies, mais aussi la mise en œuvre des outils comme les PAS, je pense que c'est très important de noter ça. Et pour les questions de recommandation aussi, c'est d'aboutir toujours à cette réforme foncière qui est souhaitée par les différents acteurs. C'est l'implication de tous les acteurs. Je pense que dans la gestion foncière, c'est aussi l'utilisation des pratiques agricoles, des bonnes pratiques agricoles. Je pense, comme vous l'avez dit, la sécurisation physique, c'est essentiel, mais la sécurisation économique également est autant importante. Donc, nous allons noter ces différents points et revenir vers vous très rapidement. Là, je vais me tourner vers notre collègue de la DITAS, la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, qui met beaucoup l'accent sur, effectivement, les pratiques, les bonnes pratiques dont M. Ba vient de souligner. Et parmi ces bonnes pratiques, nous avons l'agroécologie. Donc, nous allons écouter Mme Absa Mbodj, qui va nous délivrer la présentation de la DITAS. Vous avez également 5 à 7 minutes. Merci beaucoup. Alors, comme vous le voyez, on a un modérateur dictateur qui joue sur le temps. Donc, si je dis rapidement entre 2 slides plusieurs fois, comprenez-moi. Alors, moi, je m'appelle Absa Mbodj. Je travaille pour l'organisation ENDA-PRONAT, qui assure présentement le secrétariat de la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal, la DITAS, dont je vais vous parler rapidement. Donc, je reviens rapidement sur le contexte qui a favorisé l'émergence de la DITAS. Donc, il y a beaucoup d'aspects qui ont déjà été pris en compte par les présentations d'hier notamment, qui mettent bien l'accent sur les défis auxquels l'agriculture sénégalaise est confrontée aujourd'hui, que ce soit relative à la dégradation des terres, à la dépendance d'intrants externes, au souci de commercialisation, tout en passant par toutes les questions liées au changement climatique. Donc, dans ce contexte-là, il faut dire qu'au Sénégal, il y a quand même eu plusieurs initiatives en agroécologie qui ont toujours été entreprises. Notamment, si je prends l'exemple de notre organisation, au niveau d'ENDA, depuis les années 80, on travaille sur des questions agroécologiques. Au niveau d'organisations comme la FENAP, comme la FONCS, Agricole, etc. Donc, plusieurs organisations travaillent sur ces questions-là depuis plusieurs années. Des plateformes ont été mises en place en ce sens-là. Et on se rendait compte que dans ce contexte-là, on avait toutes ces initiatives, mais qui étaient quand même disparates. Donc, il n'y avait pas forcément une synergie entre les acteurs. Et quelquefois aussi, ces actions-là pouvaient être encore jugées modestes dans leur zone, à leur coin. Et ce qui favorise encore plus l'émergence de la DITAS dans tout ce contexte, c'est quand même en 2018, il y a eu des orientations politiques au Sénégal
qui inscrivait l'agroécologie parmi les axes prioritaires du plan Sénégal émergent vert. Et c'est dans ce contexte-là que tous les acteurs qui ont déjà eu des initiatives d'agroécologie ont vraiment décidé de se fédérer pour accompagner l'État du Sénégal à atteindre cette transition agroécologique. Alors, modérateur, il ne faudra pas prendre ça sur mon temps. Alors là, en image, c'est plutôt pour montrer la diversité d'acteurs qu'on a au niveau de la DITAES, qui aujourd'hui compte 80 organisations. On retrouve notamment, mon Dieu, je retourne en arrière. Alors, c'est bon. C'est bon. OK. Alors, bon, les collectivités territoriales sont venues plus tôt que prévu, à ce que je vois. On retrouve dans la DITAES, comme je l'ai dit, des plateformes nationales qui ont travaillé sur ces questions et qui travaillent toujours sur des questions d'agroécologie, notamment la TAFAE, la plateforme AEB, la COPAGEN, sur des questions de semences. On retrouve des organisations paysannes et des mouvements sociaux, notamment la FENAP, le CNCR qu'on ne présente plus, la FONCS, Nous sommes la solution, etc. On retrouve toujours, en termes d'acteurs, des ONG, donc nationales et internationales. On retrouve des institutions de recherche qui ont été présentées ici beaucoup hier, notamment voilà, des institutions de recherche et de formation. On a également les universitaires et des instituts supérieurs de formation. Enfin, les collectivités sont là. Donc, on retrouve là également des collectivités, notamment, là, on a cité la commune de Ndiop, il y a la commune de Ndoga-Babacar, mais également, on a un réseau d'élus de communes et de villes vertes au Sénégal qui s'appelle le REVES, qui est donc membre de la DITAES. On retrouve des acteurs du secteur privé, donc des fermes privées, mais également des acteurs qui sont plus dans la commercialisation d'intrants. Et enfin, on retrouve également des acteurs publics. Donc, notamment, on retrouve l'ANCAR qui a fait sa présentation ici hier et la SAED. Donc, tout ça pour dire qu'on s'inscrit dans cette dynamique-là qui est évoquée depuis hier, de partenariat multi-acteurs. L'idée étant, on sait qu'on ne peut pas seulement aller entre ONG, entre chercheurs uniquement, entre collectivités territoriales. Donc, comment, dans ce cadre, on arrive à développer des solutions pour la transition agroécologique au Sénégal. Alors, comment on le fait, tout ça? Et qu'est-ce qu'on se dit au niveau de la DITAES? On croit, enfin, on a une horizon très loin et courte à la fois, donc qui est calée sur l'agenda transformateur de l'Union africaine, qui dit à l'horizon 2063, le Sénégal atteint sa souveraineté alimentaire par l'agroécologie. Donc, comment on le fait concrètement depuis l'existence de la DITAES, qui a été créée en 2019 au passage? C'est par la promotion de la transition agroécologique, que ce soit par le plaidoyer, par le dialogue politique, par la sensibilisation, par le partage d'expériences et l'accompagnement des territoires en transition. Quand on parle d'agroécologie, on parle de plusieurs choses à la fois. Donc, qu'est-ce qu'on en comprend finalement au niveau de la DITAES? Alors, pour nous, on dit que l'agroécologie, ce n'est pas seulement un retour vers l'agriculture traditionnelle, mais c'est plutôt comment on combine aujourd'hui ces connaissances endogènes, ces pratiques endogènes qui existaient, et comment on les combine avec les découvertes scientifiques académiques qui ont été présentées ici hier notamment. Au niveau de la DITAES, on s'accorde également sur les 10 éléments de la FAO de l'agroécologie qui sont assez consensuels et partagés. Donc, on y retrouve des principes notamment liés à la biodiversité, à l'économie circulaire ou autres. Il y a également, au niveau de la DITAES, on pense que c'est vraiment des systèmes de production alternatifs pour lutter contre les changements climatiques aujourd'hui, pour faire face à ces problèmes-là. C'est vraiment des pratiques agroécologiques, donc pour nous permettre d'atteindre des défis alimentaires. Alors, on parle beaucoup de techniques, on parle beaucoup de pratiques, et je ne pense pas que je vais partager des pratiques ou des techniques qui sortent de ce qui est déjà partagé ici depuis hier, que ce soit des cordons pierreux, que ce soit l'aménagement de digues, que ce soit des activités anti-érosives de manière globale ou de gestion des terres. Mais je tenais quand même à ce qu'on parle un peu plus d'initiatives de plaidoyer, de dialogue politique, de partenariat multi-acteurs, comment on travaille pour vraiment lutter en matière de gestion durable des terres. Alors, je vais revenir sur l'approche. Au niveau de la DITAES, comment on fait tout ça? Donc, elle n'est pas
innovante ni nouvelle. Elle rejoint beaucoup aussi ce qui a déjà été présenté ici. On travaille plutôt par des consultations, donc des caravanes. Et la DITAES en a organisé 2 que je vais rapidement passer en vue. Donc là, c'est la première caravane que la DITAES a en 2019 pour voilà, faire un diagnostic des systèmes agricoles, agroécologiques de manière générale au Sénégal. Donc là, c'est un peu les zones par lesquelles on est passé. Et le travail là qui a été conduit par la DITAES a permis de produire le document de contribution aux politiques agricoles en termes d'agroécologique, donc pour une transition agroécologique au Sénégal. C'est le document qui a été remis au gouvernement à travers le ministère de l'Environnement aux Journées de l'agroécologie de 2020. Donc je reviendrai aussi rapidement sur les JAE plus tard. Alors là, en termes de rapidement, je ne vais pas dans ce détail, le document pourra être partagé, mais pour dire que les défis qui ont été identifiés ici résonnent étroitement avec les défis qui ont été présentés également hier dans le résultat des consultations. Donc que ce soit des défis qui sont relatifs au soutien finalement de l'agriculture familiale à laquelle nous croyons, que ce soit des défis en ces termes-là, donc qui sont relatifs aux bases productives, notamment accès à la terre, à l'eau, ou également tout ce qui est relatif à la dépendance aux intrants, ou encore tout ce qui tourne autour de la restauration des ressources. Donc là, c'est vraiment des défis majeurs. Et ces défis-là nous ont permis, avec les communautés, parce qu'il faut préciser que dans cette caravane-là, celle de 2019, environ 800 individus ont été consultés dans toutes les zones agroécologiques du Sénégal pour vraiment recueillir et leurs défis et leurs recommandations. Donc là, ça nous a permis d'identifier au niveau de la DITAES 4 axes de recommandations politiques. Donc je ne reviendrai pas sur les 4 axes que je vais citer quand même. Il y en a une qui tourne sur l'amélioration et la sécurisation des bases productives, une qui est relative à la productivité accrue des systèmes agro-silvopastoraux et halieutiques, une à la promotion de l'agroécologie dans la chaîne de valeur, et une dernière qui tourne autour de la gouvernance et du financement de la transition agroécologique. Donc par rapport à la thématique qui est discutée ici, il y en a une dans l'amélioration et la sécurisation des bases productives, sur laquelle je vais un peu insister, qui tourne autour de la gestion durable des ressources naturelles, que Ibrahima du CRAFS a très bien présenté. Et donc là, c'est des recommandations qui mettent plus en avant justement toutes les recommandations du CRAFS que nous également portons au niveau de la DITAES, mais également de mieux valoriser ces initiatives locales-là, que ce soit des comités villageois paritaires, que ce soit des conventions locales. Comment aujourd'hui ces solutions permettent de gérer les ressources naturelles pour une transition agroécologique effective. Alors, l'autre axe sur lequel on va un peu insister aussi, c'est la productivité accrue, donc des systèmes agro-silvopastoraux. Dedans, on parle de vraiment comment est-ce qu'on peut renforcer les systèmes de production agroécologique, que ce soit par la formation, le renforcement des capacités, que ce soit par un accès aux intrants agricoles et aux équipements, mais également comment est-ce qu'on arrive à prioriser l'agroécologie dans la recherche, dans la formation et le conseil agricole. Donc, parmi ces recommandations-là, vu que je dois faire très vite, je vais juste revenir sur peut-être quelques résultats qu'on a eus à la suite du plaidoyer de la DITAES. Donc, en 2021, on a eu une subvention des engrais organiques au Sénégal qui a vraiment été une suite du plaidoyer, donc la consolidation, je pense, de plusieurs décennies de plaidoyer et qui s'est concrétisée avec la dynamique. Et donc là, on a une subvention à hauteur de 10% sur le budget des engrais, pour être clair, donc sur le budget global alloué aux engrais, il y a une subvention de 10%. Et bon, là, c'est toujours un suivi que nous faisons. Ça, c'était cette année-ci, où nous étions avec le ministère de l'Agriculture et des collègues de la DITAEL présentes dans cette salle pour planifier un peu plus l'accès aux intrants. Donc, je prends l'exemple des intrants organiques qui est quand même lié à la gestion des terres en termes d'amélioration de qualité physique, biologique et chimique du sol et de pratiques durables d'agriculture. Donc, toujours un autre résultat, c'est qu'après avoir parlé de tout cela, de parler d'agroécologie, de parler de gestion des terres, etc., et tout ce qui tourne autour, on s'est dit que bon, on ne peut pas parler d'agroécologie et quand même rester à Dakarec. Et qu'il fallait quand même qu'on se territorialise, qu'on puisse avoir des solutions locales, localement adaptées, qu'on puisse avoir ces cadres-là d'acteurs au niveau local qui sont assez dynamiques, qui permettent
d'alimenter non seulement un plaidoyer, un dialogue au niveau local, mais également d'être le théâtre de projets de recherche-action, donc de partage d'expériences et d'initiatives endogènes, afin vraiment de renforcer cette prise en compte-là de l'agroécologie au niveau des communautés. Donc je vais peut-être laisser rapidement, si la régie a la vidéo, une vidéo qui va mieux exprimer ce que les DITAEL font que moi, avant d'aller vers la fin de ma présentation. Le son vient un peu. Depuis plusieurs décennies, des organisations de la société civile, des institutions de recherche, certaines communes et l'État portent diverses initiatives pour développer l'agroécologie. En effet, au Sénégal et plus globalement dans le Sahel, l'agroécologie apparaît de plus en plus comme une réponse pertinente à la problématique d'adaptation agricole de la région, que ce soit en matière de gestion de l'eau, de préservation du sol contre l'érosion ou de gestion de sa fertilité. Les départements de Tambacounda et de Goudiri, situés dans la région de Tambacounda, font partie des départements du pays où la situation de la malnutrition est la plus critique. Dans un contexte de raréfaction et d'irrégularité des pluies, l'agriculture et d'autres pratiques anthropiques ont conduit à une forte dégradation des ressources naturelles, en particulier des sols. Cette situation accroît aujourd'hui l'insécurité alimentaire, nutritionnelle et même sanitaire d'une population croissante. Des initiatives sont entreprises par plusieurs acteurs de développement, mais à des échelles réduites et de façon éparse dans l'espace. Les interventions des acteurs généralement marquées par leurs moyens limités et le manque de concertation pour optimiser les ressources en vue d'arriver à des résultats imposants justifient aujourd'hui la mobilisation des acteurs autour d'une dynamique locale pour une véritable mise à l'échelle de la transition agroécologique. C'est dans ce cadre que les acteurs du département de Tamba ont décidé de mettre en place une DITAEL. Un dispositif au niveau local qui regrouperait des institutions, la recherche, les autorités locales, les producteurs pour réfléchir autour d'une activité, autour d'une action commune pour une transition agroécologique au niveau de la région de Tambacounda. La DITAEL de Tamba est née en mars 2021 et réunit 36 membres actifs. Il s'agit principalement d'OP, de collectivités locales, d'ONG, d'instituts de recherche, de services techniques et programmes, de collectivités locales. Elle a pour vision d'ici 2035 d'avoir une DITAEL dynamique et inclusive, favorisant une meilleure adoption des pratiques agroécologiques, respectueux de l'environnement dans les exploitations familiales et utilisant des produits issus de l'agroécologie dans la région de Tambacounda. Depuis sa création, la DITAEL a plus fait des ateliers et des visites d'échange pour se connaître entre nous, savoir ce que nous faisons et quels sont les types de synergies possibles entre nous. La DITAEL de Tamba se veut être un outil de dialogue politique local, de concertation, de planification territoriale, d'expérimentation, d'apprentissage collectif et de mise en synergie entre les initiatives agroécologiques présentes dans le territoire. Nous devons vraiment créer des synergies, des consortiums qui nous permettent de réfléchir tous ensemble pour le bénéfice des producteurs et développer notre agriculture qui est locale. Dans l'optique de dérouler ces différentes missions, la DITAEL a organisé plusieurs ateliers d'échange et de partage d'expériences ainsi que des visites de terrain depuis sa création. Ainsi, après presque 2 ans de fonctionnement et une première évaluation de sa feuille de route en mai 2022, la dynamique locale a travaillé sur sa structuration pour être efficace et plus opérationnelle dans les actions. Pour un bon fonctionnement de la DITAEL, l'instance est constituée d'une assemblée générale et de 3 comités, COPIL, COTEC, COPOL. À travers ses actions et réalisations, elle est en train de démontrer que la transition agroécologique devient progressivement une réalité dans la région de Tambacounda. Au-delà de la mise à l'échelle de l'agroécologie, la DITAEL de Tambacounda mettra l'accent sur la production d'évidences scientifiques pour alimenter le dialogue politique national porté
par la DITAES. Merci. Donc je n'ai pas fini, hein? Je vous donne 2 minutes pour conclure. D'accord. Donc on avance rapidement. C'est moi qui fais le truc. Alors, mon modérateur terroriste a même fait peur au pointeur. Ok. Donc là, je ne reviendrai plus sur la démarche d'une caravane, comment elle se passe. On en a tenu une seconde en 2022, qui a plutôt fait suite aux recommandations qu'on essayait d'approfondir cette fois-ci. Donc, et les objectifs, entre autres, nous ont permis de produire des notes de positionnement, mais également de faire une contribution de la DITAES au Forum mondial de l'eau et de la COP15 qui s'était tenue la même année. Ok. Donc là, les 4 policy briefs qui ont été produits, je ne reviendrai pas en détail sur ceux-là, mais on avait quand même produit 2 policy, un sur la réduction de la dépendance aux intrants chimiques et un autre sur la restauration de la fertilité des terres. Et là, je voulais juste partager quelques des recommandations de la DITAES en termes de restauration des sols qui recoupe également ce qui a été partagé ici hier. Donc l'idée c'était de faire des recommandations à l'endroit de l'État, à l'endroit des collectivités. Il y a aussi des recommandations à l'endroit des acteurs qui ne figurent malheureusement pas sur cette slide. Donc en termes de recommandations globales, c'est plutôt le renforcement de capacité des acteurs, le développement de politiques incitatives en faveur de la fertilité des sols, comme présenté hier par M. Ndiaye du projet Riposte, mais également comment au niveau des collectivités territoriales, on va faciliter les conditions d'aménagement des espaces. Donc ça revient également à tout ce que le CRAFS a développé sur les procédures de délibération foncière, l'accès à la terre, pour vraiment déjà que les acteurs puissent bénéficier de leur terre et en voir les retombées des pratiques agroécologiques qui seront pratiquées. Mais également comment on va faciliter la mise en œuvre de ces politiques-là, parce que ce n'est pas comme s'il n'y a pas de politique ou de loi ou de texte qui existent, mais comment aussi renforcer leur mise en œuvre. La même manière, là c'était plutôt sur la réduction de la dépendance aux intrants chimiques, où voilà, c'était plutôt vu l'impact et l'effet des pesticides et des intrants sur la qualité du sol, quel impact, comment arriver à promouvoir des pratiques agroécologiques pour restaurer ces terres-là. Donc on a parlé hier de RNA, il y a des pratiques agriculture de couverture, donc d'autres types de pratiques qui sont proposées. Alors, bon là c'est ce qu'on a en termes de perspectives, hein. Donc là c'est plutôt des perspectives propres à la DITAES, où on aura voilà, notre bilan quinquennal. Donc on fait les 5 ans de la DITAES ce mois de novembre pour vraiment réfléchir à tout ce que je vous ai présenté et aussi avoir de nouvelles orientations. Nous sommes également impliqués dans le processus de révision de la LOASP, mais également nous avons dans les perspectives maintenant, c'est sur ça que je peux insister peut-être, l'élaboration d'une stratégie nationale d'agroécologie. Parce qu'on se rend compte que finalement tout ce qu'on est en train de faire en termes d'agroécologie, il faudrait qu'il y ait un cadre assez fort au niveau gouvernemental qui permettrait d'institutionnaliser cette transition agroécologique et de renforcer sa mise à l'échelle et sa mise en œuvre. En termes de perspective également, voilà, on prépare la COP16 où nous serons représentés, et la caravane 2025, puis les éventuels JAE, les prochaines JAE. Donc peut-être ce que je vais dire pour réellement conclure cette fois-ci, c'est qu'on a beaucoup parlé de solutions. Donc il y a des solutions techniques sur lesquelles nous travaillons. Il y a des solutions pratiques, il y a des solutions organisationnelles également. Et comment également, dans le cadre de rencontres comme celle-ci, dans le cadre de recommandations que nous devons porter à une COP, comment, au-delà de ces aspects techniques, scientifiques, toujours intégrer cette dimension sociale, cette dimension organisationnelle, et spécifiquement dans ce cas, comment montrer aujourd'hui l'utilité de partenariats multi-acteurs pour une bonne gestion durable des terres à travers des pratiques comme l'agroécologie. Donc, ceci met réellement fin à ma présentation. Vous pouvez scanner le code pour accéder au site de la DITAES et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup à la DITAES pour également cette brillante présentation. Vous avez fait plus de temps que convenu, mais je pense que l'assistance a été captivée par cette présentation qui, à mon avis, est également une initiative pratique
de tout ce qui a été présenté hier. Donc le contexte de la mise en place de cette dynamique a été présenté. L'aspect multi-acteurs également, avec la participation de plus de 80 organisations qui viennent de différentes catégories d'acteurs, de l'État, de la société civile, des organisations de producteurs, des élus, des partenaires techniques et financiers. Je pense que c'est intéressant de voir une dynamique qui prend en compte autant d'acteurs et qui arrive véritablement à pratiquer des solutions sur le terrain. Vous avez également énuméré un certain nombre de défis. Je pense que ce sont les défis qui ont été discutés hier, et il y a forcément un lien entre ce qui a été dit depuis le début de l'atelier et ce qui a été présenté tout à l'heure comme défi, mais aussi les axes sur lesquels la DITAES est en train de travailler, notamment ces 4 axes. Et je mettrai surtout le point sur le premier axe qui porte sur l'amélioration des bases productives. Je pense que c'est extrêmement important parce que c'est à ce niveau qu'on voit justement les questions de gestion durable des terres et le travail essentiel que la DITAES est en train de faire en termes de sensibilisation, en termes de plaidoyer, en termes de formation. Et je pense que c'est extrêmement important de souligner ce point. L'autre élément qui me paraît également extrêmement important, c'est les perspectives que vous avez présentées, au-delà des recommandations, mais on voit dans ces perspectives-là, effectivement, que la DITAES s'aligne également avec ces discussions-là, parce qu'elle sera représentée à la COP16, et c'est le lien, à mon avis, de pouvoir faire ce nexus, de porter ce message du Sénégal au niveau de ces différentes COP, au niveau de ces différentes rencontres internationales. Et effectivement, les solutions techniques existent et sont mises en œuvre, et nous devrons davantage mettre l'accent sur les solutions sociales, les solutions de dynamique, les solutions d'organisation. Je pense que c'est aussi extrêmement important, et je pense qu'on a pris bonne note de tout cela. Nous allons revenir vers vous par rapport aux défis de mise en œuvre de ces activités. Je pense que c'est aussi extrêmement important, mais aussi on reviendra sur le nexus qu'il faut faire entre ce que la DITAES est en train de faire, mais aussi ce que CRAFS est en train de faire. Parce que CRAFS travaille beaucoup plus sur les questions de gouvernance foncière, et vous êtes dans des dynamiques de solutions en termes de gestion durable des terres. Donc je pense que le nexus gouvernance foncière et gestion durable des terres, c'est le nexus DITAES et CRAFS. Je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse revenir après sur ce point. Mais avant de revenir sur ça, on va se tourner vers nos acteurs qui sont au niveau régional, au niveau de Diourbel. Donc nous avons l'Union régionale des associations paysannes de Diourbel, qui aussi a des initiatives réelles au niveau de la région de Diourbel, qui mettent en œuvre véritablement des solutions et des alternatives. Et je pense que c'est important qu'on puisse également les écouter pour faire le lien entre ce qui s'est fait au niveau national, mais aussi ce qui s'est fait au niveau régional, au niveau local. Je pense que c'est ce qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble par rapport à cette thématique au Sénégal. Donc, Monsieur Eliman Diouf, vous avez également 5 à 7 minutes. J'ai été plus flexible avec Absa, parce que, comme vous le remarquez, c'est la seule dame de notre panel. Avec vous, je serai un peu plus intransigeant sur le temps. Bonjour à tout le monde. J'espère que tu le seras avec les organisations de paysans. Bonjour, moi je m'appelle Eliman Diouf et je suis le secrétaire général de l'Union régionale des associations paysannes de Diourbel. Et je pense que dans le cadre de la lutte contre les effets des changements climatiques sur l'agriculture, la production, notre organisation a développé des initiatives. Et ces initiatives se portent sur comment accompagner les organisations de producteurs et comment les encadrer dans le cadre du renforcement de la production. La présentation, d'abord je vais vous faire la présentation de l'IRAP. L'IRAP est une organisation paysanne qui est née d'abord dans un village, qui est dans une organisation laïque mixte composée de groupements villageois. Elle est née de la mutation de AJAP. AJAP, une association de jeunes agriculteurs de Bakakag, un village de la commune d'Ongoy dans le département de Bambey en 1978. Cela veut dire que depuis très longtemps, les mouvements paysans, les organisations ont cherché à s'organiser pour vraiment arriver à quelque chose. En 1995, des groupements de la localité ont adhéré à l'association et ils ne pouvaient plus répondre du nom du groupement villageois. Elle est devenue l'EAPN, l'Union nationale des associations paysannes d'Ongoy. C'est-à-dire qu'elle a regroupé d'abord la commune d'Ongoy. Et en 1988, d'autres groupements des départements de Bambey et de Diourbel sont aussi affiliés à l'IAPN.
donnant ainsi la création de l'Union régionale des associations paysannes de Diourbel. Elle a été officiellement reconnue en 1993 par le ministre de l'Intérieur du Sénégal sous le numéro 1206839 du 19 octobre 1993. Ces membres sont au nombre de 32 groupements villageois avec plus de 3385 personnes physiques, dont 60% de femmes, données du dernier recensement des membres en campagne agricole 2024. Présentation d'initiative. Dans le cadre de ces présentations, nous allons vous présenter les activités qu'on est en train de mener depuis 2019, à savoir le renforcement de la résilience des exploitations familiales face aux effets des changements climatiques par la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le département de Bambey. Le Karkaral ou RNA avec les paysans volontaires dans les communes d'Ngoy, Ndangalma et Ndondol. Et on a préféré utiliser le Karkaral dans la mesure où c'est une pratique ancestrale, c'est une pratique qui est depuis l'ère des temps utilisée par les producteurs. Quand on parle de RNA, souvent ça peut poser problème, mais si on intègre le mot Karkaral, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile à comprendre pour les paysans. Dans le cadre de la lutte contre les effets du changement climatique dans les productions agricoles, l'IRAP avec ses partenaires IED Afrique et CRS, Just Digit avec Djegem Baol ont développé des activités d'enrôlement et d'accompagnement des producteurs pour le reverdissement. Ce programme démarré avec IED CRS depuis 2019 et Just Digit janvier 2024 nous a permis de recruter et former 14 paysans formateurs ou paysans champions et 10 collecteurs dans les communes d'intervention. Cela veut dire qu'en 2019, avec l'IRD, on a eu à développer ces activités. Et à partir de 2024, il y a Just Digit qui est une organisation, une ONG hollandaise qui est en Afrique de l'Est. Voulant intégrer l'Afrique de l'Ouest, ils sont venus passer par le Sénégal. À travers le Sénégal, ils ont choisi l'Europe, Djigjam et Rekodef. C'est pourquoi on a pris le nom Djegem Baol. Djegem Baol, pour les gens de Thiès, la zone de Ndiaganyao, Ficelle, c'est la zone où on appelle le Djegem. La zone du Baol, c'est la zone de Bambey et c'est pourquoi on a dit Djegem Baol. Et ça couvre les régions de Thiès et de Fatick. La mise en œuvre. Les paysans formateurs sont recrutés, équipés de smartphones pour le comptage des arbres et le géoréférencement. Ils sont formés sur la pratique de la RNA par les services des eaux et forêts, partenaires de mise en œuvre des activités. Des rencontres communales d'information sont planifiées et organisées dès le démarrage. À la suite de ces rencontres d'information, des comités sont installés dans chaque zone, 4 zones à Ngoy, 2 à Ndangalma et 2 à Ndondol. Les éleveurs, les ASC, les GPF et les conseillers sont des représentants de les structures dans les comités. Les paysans formateurs organisent des séances de recrutement de paysans volontaires, s'agit de la pratique de la RNA au niveau de leur passé d'exploitation. Dans cet exercice, on divise la commune en zones. Dans chaque zone, on organise un comité zonal qui est chargé de veiller sur l'activité. Et c'est au niveau de ce comité zonal qu'on recrute les paysans volontaires. On dit paysans volontaires, c'est-à-dire les paysans sont volontairement, les paysans ont volontairement adhéré à l'activité. Formation des paysans formateurs. Avant le démarrage de chaque activité, on a eu la chance d'avoir une collaboration avec les services des eaux et forêts qui est chargé de nous faire la formation ou bien le recyclage des groupes de paysans formateurs. Ici, c'est une séance de formation avec le service des eaux et forêts. Ici aussi des paysans formateurs en activité. Ça, c'est un groupe de paysans formateurs qui était en activité dans une zone d'intervention. Les résultats. Le résultat de l'année 2024 nous a permis d'avoir recruté 5 paysans formateurs en Ndangalma, 5 paysans formateurs en Ndondol, 24 en Ngoy, ce qui fait au total de 34 paysans formateurs. Donc l'IRAP dispose de 34 paysans formés dans le cadre de la mise en œuvre de la RNA. Les villages ciblés, on a 48 villages, dont 5 en Ndangalma, 5 en Ndondol. Pour les superficies géoréférencées en 2024, on est à 561 hectares dans la commune de Ndangalma, 583 dans la commune de Ndondol. Et pour la commune de Ngoy, on a eu 967,59 hectares.
pour un total de 2111,59 hectares géoréférencés dans les 3 communes. Et dans les parcelles géoréférencées, nous avons eu à décompter 12 207 arbres au niveau de Ndangalma, 18 480 au niveau de Ndondol. Pour la commune de Ngoy, le décomptage n'a pas été fait. Et les résultats nous donnent 30 687 arbres. Pour les paysans volontaires visités, on a 500 en Ndangalma, 500 en Ndondol, 875 en Ngoy, pour un total de 1875 paysans. Les paysans volontaires formés, on est à 2225 dans les 3 communes. Pour les paysans volontaires pratiquant la RNA, on est aussi à 2224. Quand on parle de paysans formés et pratiquants, ça veut dire que des paysans qui pratiquent la RNA dans les parcelles d'exploitation. Et dans chaque commune, on a un animateur qui est chargé de recruter et d'encadrer 100 paysans. Ces 100 paysans sont issus des comités où ils ont eu à adhérer à la démarche. C'est l'ensemble de ces paysans que nous faisons au nombre de 2225 qui pratiquent la RNA dans leur parcelle d'exploitation. Ça, c'est des réunions villageoises de sensibilisation et d'enrôlement de volontaires. Et au niveau de ces rencontres aussi, il y a toujours la présence du chef de village, il y a la présence du conseil au niveau de la zone. Dans chaque zone, il y a un conseil, ils sont membres du comité villageois. On a aussi initiation des enfants et des femmes à la protection des jeunes pousses. Nos animateurs font le tour des parcelles pendant la période de l'hivernage. Parce que nous avons constaté que quand on fait la formation en saison sèche, on a eu de fortes chances qu'on ne peut pas atteindre les enfants ou bien les femmes. On les trouve sur le terrain, on les trouve ici au champ pour leur faire comprendre comment on va protéger les jeunes pousses. En dehors de la RNA aussi, il y a le renforcement de la résilience face à l'insécurité alimentaire. Cette activité s'est justifiée par la volonté d'atténuer les effets des changements climatiques en renforçant la résilience des exploitations familiales vulnérables par la mise en œuvre des activités concertées avec les agents du secteur de l'agriculture, des eaux et forêts et de la santé. L'objectif visé est d'aboutir à une disponibilité à l'accès des ressources alimentaires dans la zone, accroître sur une base durable et résiliente la productivité et les productions agro-silvopastorales, renforcer les capacités techniques et entrepreneuriales des groupements de femmes engagés dans la transformation et la commercialisation de produits locaux, prévenir la malnutrition et autres maladies liées au changement climatique. Dans le cadre de ces activités, nous avons allié le recrutement des producteurs, la formation des producteurs, la formation des femmes transformatrices, la pratique de l'agroécologie. Et dans ce cadre de cette activité, nous avons eu aussi à dépister des enfants et à fournir de la farine améliorée. Les 3 axes de la stratégie: renforcement de la résilience au changement climatique des productions agro-silvopastorales, c'est-à-dire ici dotation d'intrants de qualité, formation sur les pratiques agroécologiques, sensibilisation des producteurs sur les effets des changements climatiques, appui à la diversification de la production agricole. L'axe de développement des initiatives de valorisation des produits locaux. Dans cet axe, nous avons la formation sur les techniques de transformation et de conservation, la dotation de matières premières, des céréales, équipement de groupements de femmes transformatrices, sensibilisation des exploitations familiales sur les qualités nutritives des produits locaux. Le 3e axe est prévenir la malnutrition autrement liée au changement climatique chez les couches les plus vulnérables, situation de référence dans les communes d'intervention, dépistage et référencement de la cible, enfants malnutris et femmes en état de grossesse, dotation de farine améliorée, sensibilisation sur les maladies liées au changement climatique, assemblée villageoise et émissions radio. L'ERAP, dans le cadre de ces missions, a mis en place une radio communautaire. À travers cette radio, l'ensemble de nos activités sont suivies par les producteurs et les auditeurs de la radio. Et les bénéficiaires directs pour l'année 2004. En 2004, nous avons eu 86 producteurs qui ont été sélectionnés, appuyés en intrants et formés. Et il y a aussi 750 enfants malnutris. Après le dépistage, nous avons eu à sélectionner 750 enfants et ces enfants ont été suivis et dotés en farine améliorée. Il y a aussi des femmes en état de grossesse dont 100 ont été
sélectionnées dans le cadre du dépistage qu'on avait fait dans la zone. Il y a 4 groupements de femmes transformatrices de 25 par groupement, c'est-à-dire les 100 femmes ont été aussi formées, appuyées en entrant dans le cadre de leur activité de transformation. Ici, nous avons la fabrication de la farine améliorée et c'est des femmes qui sont chargées de faire la fabrication, ils sont chargées de faire le conditionnement et pour aussi faire la distribution au niveau des zones où on a sélectionné des enfants. Ça, c'est des mamans qui ont eu à recevoir de la farine à travers, au niveau de nos animateurs. Dans chaque zone aussi, il y a des animateurs qui sont chargés de faire le dépistage, ils sont chargés de faire la formation avec les femmes. Ici, nous avons une formation en agroécologique des paysans. Cette activité aussi renforce, on ne peut pas sélectionner des paysans, les former sans pour autant, on ne peut pas sélectionner des paysans, les doter en intrants sans pour autant les former. Nous avons aussi au niveau de nos groupements une unité de transformation, une unité de fabrication en engrais biologiques qui se trouve au niveau du village d'Ngégué. Je pense que les gens, nos doyens qui étaient au niveau de l'IRAP lors de la journée agroécologique ont eu l'occasion de visiter cette unité qui est mise en relation avec l'ensemble de nos producteurs pour la fourniture de l'engrais biologique. Merci et je pense que je ne vais pas aller trop loin par rapport à votre temps. Merci beaucoup, M. Diouf. Merci pour cette brillante présentation et merci aussi d'avoir été dans les temps. Effectivement, je pense que votre présentation est comme un cas pratique de toutes les discussions que nous avons eues depuis ce matin. Vous êtes revenu sur la présentation de l'Union depuis sa naissance en 1978 au niveau villageois jusqu'au niveau maintenant régional en 1988. Et je pense que c'est extrêmement important de voir un peu cette évolution et le fait que d'autres villages, d'autres acteurs ont adhéré à cette initiative. Ça, c'est extrêmement important et c'est ce qui est recherché. Parce que le fait d'avoir cette union, d'avoir ce groupe, permet d'avoir facilement un répondant et d'avoir des résultats qui ont plus d'impact et qui peuvent aller à l'échelle. Et ça, c'est important de le souligner. Vous êtes revenu également sur les initiatives sur lesquelles vous mettez l'accent. Et moi, je mettrais plus l'accent sur l'initiative Karhalal, peut-être que je le prononce mal, mais la régénération naturelle assistée. Et je pense que c'est extrêmement important parce que nous avons parlé de solutions et cette solution a été soulignée à plusieurs reprises dans les discussions. Et voir qu'au niveau local, au niveau régional, il y a des acteurs qui le mettent en œuvre, qui font des formations, des sensibilisations sur ça. Je pense que c'est ce qui était important de soulever lors de votre présentation. Vous avez aussi beaucoup parlé des changements climatiques. Et je pense que dans les discussions ce matin, les participants ont souligné la nécessité de mettre aussi l'accent sur les changements climatiques. C'est vrai, on parle de dégradation des terres, c'est vrai, on parle de gouvernance foncière, mais ces thématiques sont discutés dans un contexte de changement climatique. Donc c'est important également qu'on puisse véritablement échanger sur ces changements climatiques et le renforcement des résiliences que vous faites dans ce sens-là. J'ai aussi beaucoup apprécié la formation que vous faites sur l'agroécologie. Au-delà de l'accompagnement des acteurs en intrants, il voulait capaciter également à l'utilisation de ces intrants-là, à l'utilisation à travers des bonnes pratiques telles que l'agroécologie. Le dernier point que j'ai aussi bien noté et que je voudrais mettre en lumière, c'est la mise en place des radios communautaires. On a beaucoup parlé de sensibilisation, on a parlé de plaidoyer, d'implication des acteurs. Et si tout ce que nous faisons reste dans des salles où entre seulement quelques acteurs, je pense qu'on a du mal à aller à l'échelle, on a du mal à pouvoir développer un peu l'impact que nous souhaitons. Et les radios communautaires donnent justement cette possibilité d'atteindre des acteurs qui ne sont pas forcément dans les salles ou qui ne sont pas connectés un peu par rapport à ce que nous faisons, et qui, après des ateliers ou après des rencontres, auront des informations parce que vous passez au niveau de ces radios-là pour véhiculer ces messages. Donc, nous allons prendre bonne note de tous ces éléments. Avant de revenir rapidement à la salle pour une discussion générale, je voudrais également poser 2 à 3 questions aux panélistes. Et je pense que vous allez répondre très rapidement là-dessus. Je pense que cette fois-ci, on va être sur 1 minute d'échange parce que ce sont des questions très pratiques. Et la première question, c'est
au regard de tout ce que vous êtes en train de faire en termes d'initiative, M. Ba du CRAFS, vous avez forcément fait face à des défis pour pouvoir aller à l'échelle, pour pouvoir toucher certaines zones, pour pouvoir intégrer d'autres acteurs. Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Quels sont véritablement ces défis auxquels vous êtes confrontés dans la mise en œuvre des activités du CRAFS? Bon, pour ces défis, moi je dirais que, par exemple, au sein du CRAFS, nous, parmi nos actions phares, c'est la relance du processus de la réforme foncière. Mais à ce niveau, on voit qu'il y a des difficultés. Par exemple, au moment où on était dans la réforme, il y a de grands programmes de l'État qui sortent. Notamment, il y a le PROCASEF, PROMOGEF, Sensouf. Et là, bon, ça a un peu anéanti ou bien retardé en fait le processus. Ça, je pense que c'est une contrainte, quelque part. Ça, c'est une contrainte majeure. L'autre élément également, c'est avec... parce que nous aussi, on fait beaucoup d'actions à l'échelle des communautés, c'est-à-dire au niveau des collectivités territoriales. Mais on sait qu'avec les outils de gouvernance foncière, les mécanismes, c'est des outils qui ont un coût. Et souvent, ces collectivités territoriales ne disposent pas de moyens pour la mise en œuvre de ces outils de gouvernance foncière. Ça également, c'est des défis auxquels vraiment il faut... Et là, dans le cadre de notre document de position sur la réforme, on avait même dit qu'il faut aller vers l'institutionnalisation de ces outils-là. C'est-à-dire donner des compétences aux communes, c'est une chose, mais aussi leur donner des moyens pour la mise en œuvre, c'est aussi une autre chose. Merci beaucoup. Je pense qu'on note déjà deux défis qui sont très importants. C'est le fait qu'il y a une pluralité dans les interventions de l'État sur le foncier, avec différents projets, programmes qui sont là, mais aussi le défi de financement pour la mise en œuvre et la mise en place de certains outils au niveau des collectivités. Je me retourne rapidement aussi vers la DITAES, Absa, pour revenir un peu sur la même question. Je pense qu'effectivement, la DITAES est en train de mettre en œuvre des solutions d'agroécologie. On a vu avec la vidéo ce que vous êtes en train de faire au niveau des Tamba. Je pense que c'est extrêmement important que ces acteurs ont déjà porté cette approche et sont en train de valoriser ça. Mais vous êtes, j'en suis sûr, confronté également à des difficultés pour aller à l'échelle, pour pouvoir davantage toucher ces acteurs-là dans le sens de l'agroécologie. Est-ce que vous pouvez revenir aussi sur un ou deux défis par rapport à ça? Alors, je voulais pas un défi orienté, parce que le premier défi auquel je pensais en écoutant Ibrahim parler, c'était vraiment la question qui est relative à l'intersectorialité. Parce qu'il y a une pluralité d'initiatives aujourd'hui au niveau du gouvernement qui sont directement liées à l'agroécologie, mais ne sont pas forcément portées par le même ministère. Donc, et là, ça nous pose, nous, un problème, par exemple, d'avoir des actions du ministère de l'Environnement, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, évidemment, et même de la santé, qui n'ont aucune cohérence dans leur mise en œuvre en lien avec l'agroécologie. Et donc, dans le travail d'implémentation d'agroécologie, de mise à l'échelle et de plaidoyer, c'est un défi, c'est un challenge de pouvoir articuler ces actions-là. Par contre, par rapport à ce que tu demandais maintenant dans les défis d'implémentation au niveau local, il y a également le défi financier, parce que ça demande des ressources de pouvoir dérouler ces actions-là, mais également il y a un défi dans la production des finances. Donc un financement, je dirais, plus de la recherche qui est fléché vers l'agroécologie. Donc c'est dans ce peut-être un autre défi. Il y en a plusieurs, mais voilà. Merci. Effectivement, il y en a plusieurs. Je pense que ces deux sont aussi très importants et nous allons bien les noter. C'est le défi de l'intersectorialité. Effectivement, quand on parle d'agroécologie, on touche à plusieurs secteurs, on touche à plusieurs ministères, plusieurs acteurs. Donc le fait que ces acteurs ne travaillent pas en synergie, en harmonie, ça peut effectivement être considéré comme un défi. Et aussi le défi des ressources financières pour la mise en œuvre et l'implémentation des actions. Je pense que ça aussi c'est très bien noté. Et la production d'évidence. Parce que nous avons besoin de convaincre, nous avons besoin de donner des évidences aux acteurs, aussi bien les partenaires pour le financement
mais aussi à l'État pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir agir dans le même sens. Je pense que la production et le financement également de la recherche pourraient être extrêmement intéressants. Je me tourne maintenant vers la gauche avec M. Diouf. Vous avez aussi présenté rapidement les initiatives que vous êtes en train de faire. Vous avez beaucoup parlé de l'ARENA. Et je voudrais voir réellement, par rapport à la mise en œuvre de cette solution, de la régénération naturelle assistée, vous faites aussi face à des défis. Quels pourraient être, selon vous, ces défis de manière globale, mais aussi les défis même de l'Union en tant qu'organisation? Parce que je pense que les organisations aussi sont confrontées à des défis pour pouvoir mieux s'organiser, pour pouvoir avoir une bonne coordination. Je pense que vous pouvez revenir également sur ces défis. Merci. Je pense que dans le cadre de la mise en œuvre de cette activité, nous, en tant qu'organisation de producteurs, nous sommes dans des collectivités locales. Et on travaille souvent avec les collectivités locales dans certaines mesures. Et souvent, depuis 2 ans, on est en train de voir comment travailler à intégrer la RNA dans le cadre de la planification des plans locaux, plans de développement communal. Ça, c'est une chose qu'on a cherché à avoir dans certaines communes. Le problème de moi aussi se pose. Par exemple, si je prends l'exemple des 2 communes, dans chaque commune, on a eu à utiliser 5 paysans formateurs. Et ces 5 paysans formateurs ont eu du mal à couvrir l'espace culturel parce qu'ils travaillent directement avec les producteurs. Dans certaines localités aussi, au niveau de la mise en œuvre de nos activités, on est aussi, par exemple, quand on parle de géoréférencement. Géoréférencement, souvent les gens pensaient que c'était pour récupérer leurs terres. Dans certaines zones, il y a certains paysans qui étaient un peu réticents. Parce que vous êtes sans le savoir que souvent notre relation avec les politiciens au niveau de la base, souvent ça pose problème. Parce que nous, on est beaucoup plus proche des paysans, on est toujours avec eux, on est capable de mobiliser les paysans autour de certaines activités. Et là où on a besoin de leur appui, souvent ça pose problème. Ça pose problème parce que pour appuyer, ils n'ont pas peut-être des moyens à leur disposition pour pouvoir accompagner certaines initiatives au niveau de la base. Parce que dans chaque zone, par exemple, dans chaque zone, si on veut les encadrer, si on veut les accompagner dans le cadre de la RNA, on n'a pas uniquement besoin de communication ou bien de sensibilisation. Il y a d'autres moyens qui peuvent accompagner l'initiative. Et souvent aussi, dans le cadre de l'appui et l'accompagnement des producteurs, nous on dit que c'est intéressant de sensibiliser, c'est intéressant d'accompagner, mais c'est intéressant de sensibiliser, mais si à la suite de la sensibilisation, il n'y a pas quelque chose qui vient appuyer cette sensibilisation, ça peut poser un problème. Raison pour laquelle nous avons eu à sélectionner 86 producteurs dans le cadre de ce projet, dans chaque zone, pour au moins les autres savent qu'à la fin de l'activité, peut-être, ou bien à la prochaine activité, ils pourront avoir quelque chose. Et dans le cadre de l'initiative de CRS de l'année dernière, on a eu à accompagner des producteurs en leur dotant de matériel agricole. Ça va les encourager peut-être à suivre la dynamique, ça va les encourager aussi à mieux apprécier les initiatives. Les réformes foncières, on en parle depuis des années, mais les avancées sont un peu lentes. Il y a même de l'immobilisme, il faut le dire. C'est vrai, c'est des questions extrêmement sensibles. Ouais. Il faut y aller peut-être avec prudence, mais aussi avec courage. Merci. Par rapport au partenariat gagnant-gagnant, il en a parlé. Mais pour que ce partenariat gagnant-gagnant soit une réalité, il faut que ces populations, ces communautés disposent de droits. Parce que l'investisseur, il vient avec son capital financier, mais il faut que les producteurs, les populations locales disposent d'un droit, enfin d'un capital foncier. Mais il faut que ce capital foncier soit fondé par un droit réel sur la terre, ce qui n'est pas le cas. L'autre aspect, il a parlé de la réversibilité des décrets parfois qui sont pris dans le sens du reclassement ou du déclassement des terres. Je prends l'exemple des sociétés minières. Vous avez 30 secondes. Parfois, ils viennent négocier avec l'État central à l'insu et au détriment des populations et au détriment des collectivités territoriales.
Et je crois qu'après exploitation, il était possible. Je crois qu'il est possible que, enfin, qu'il y ait reclassement des terres dans le domaine national. Oui. Après les avoir classées dans le domaine minier, mais après exploitation, il est possible de revoir ces décrets. C'est pourquoi je parle de la réversibilité de ces décrets. Oui. Donc, pour que ces terres soient reversées dans le domaine national. Pour que les acteurs puissent continuer à l'utiliser. Exactement. Merci beaucoup, M. Diop. Je pense que votre intervention est également très pertinente et bien notée. Je vais continuer sur la même ligne et donner la parole à Ibrahima Niane de l'AFD. Merci, Président. Moi, j'ai demandé 2 minutes parce que ce n'était pas hier. Donc, moi, c'est Ibrahima Niane, donc je suis à l'Agence française de développement à Dakar. Donc, voilà, donc, nous n'avons pas pu être là hier parce que pour un conflit d'agenda, mais l'importance de ce sujet est crucial pour l'AFD. Et je crois que tout à l'heure, la DTS a montré des acteurs, mais vous ne voyez pas le sigle de l'AFD, mais l'AFD est derrière beaucoup de ces acteurs-là. Donc, moi, pour ne pas trop prendre de temps, donc, remercier donc, de cette invitation aux différents organisateurs. Maintenant, par rapport à une question même qui a été posée, c'est par rapport à ce triptyque, ce nexus de gestion foncière et gouvernance foncière et gestion durable des terres. Donc, pour l'AFD, en matière de gouvernance foncière, il va falloir toujours, d'après l'expérience qu'on a eue, allier légitimité et légalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser seulement les droits réels et laisser les droits coutumiers de place. Il va falloir les combiner et je crois que l'expérience qu'on a eue dans la vallée du fleuve Sénégal a montré quand même des résultats assez positifs. Maintenant, nous pensons que les pressions sur les ressources naturelles, les conflits qu'on a ainsi que l'insécurité alimentaire qu'on note ne peuvent être réglés qu'avec en combinaison de une bonne gouvernance foncière, en même temps une bonne gestion des ressources naturelles. Mais il y a l'aspect financement souvent dont on ne parle pas beaucoup, mais qui va nous rattraper. Aujourd'hui, si on doit adapter des technologies vertes, nous savons très bien que les technologies vertes coûtent plus cher que les technologies classiques. Alors on a besoin de ces technologies-là pour y aller. Maintenant, donc, il va falloir un financement adapté donc, pour accompagner donc, tout ce qui est agroécologie ou transition agroécologique. L'aspect PPP, on n'en parle pas beaucoup, mais ils peuvent régler des problèmes. En mettant l'État, le secteur privé et les collectivités, on peut bien trouver des solutions pour le financement. L'État ne peut pas tout faire. L'utilisation aussi des technologies numériques, on n'a pas beaucoup parlé, mais tout ce qui est cartographie, on a parlé de POS, mais arrête derrière POS, il y a ces technologies. Oui. Vraiment, pour ne pas trop aller, c'est par rapport aux 3 présentations, quand même, je félicite donc les présentateurs. Maintenant, il y a un point qui arrive souvent. Aujourd'hui, le gouvernement, même nous sollicite pour faire augmenter une production rapidement dans les délais très courts. Mais est-ce que l'agroécologie, peut nous donner ça? Parce qu'il faut qu'on se pose la question, pourquoi ça ne fait pas tache d'huile? Pourquoi aujourd'hui, toutes ces bonnes initiatives qui sont faites dans tous les coins, on n'arrive pas à les généraliser? Donc aujourd'hui, la question que je pose aux 3 présentateurs, quelles sont les dispositions prises pour un suivi et évaluation de ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir valider les technologies que vous êtes en train d'appliquer, apprendre les leçons et pouvoir essayer de le promouvoir le plus largement possible. Merci. Merci beaucoup, M. Niane, pour cette interpellation. Je pense que c'est bien noté par les panélistes. Il faudrait revenir un peu sur cet aspect de suivi-évaluation pour que les approches puissent faire tache d'huile. Je me tourne maintenant vers la droite. Nous avons le doyen Tandia. Si vous pouvez avoir le micro. Le micro, s'il vous plaît. Micro. Merci. Je voulais poser une question à Absa de DTS. Quelles sont vos solutions organisationnelles, techniques, scientifiques pour le domaine de l'archéologie, les solutions archéologiques? Vous savez, quand on parle de la transition agroécologique, on parle aussi des changements climatiques. Les changements climatiques, vous savez qu'il y a la dégradation des terres à Tambacounda où vous étiez. Tout récemment, Bakel, qui est dans la région de Tamba, vous avez vu les inondations. Bakel est sur le long du fleuve Sénégal. Il y a l'érosion côtière. Quelles sont vos solutions? Quelles solutions avez-vous pour les populations de Bakel? Vous dites que vous irez à la COP16 à Riyad. Vous savez que comme le Sénégal et le Kenya sont les 2 pays africains qui ont été choisis, c'est un succès pour le Sénégal parce que le Sénégal a des ressources humaines. Bon, vous allez là-bas, quelles sont vos propositions que vous allez amener à Riyad, les stratégies, puisque
moi je dirais avec les Anglais, je dirais avec les anglophones, dans les conférences internationales, quand ils arrivent, ils amènent des bagages très lourds. Et dans les salles, le plus souvent, les feuilles qui sont distribuées sont en anglais. Et quand vous allez en Arabie Saoudite, les feuilles seront distribuées en anglais et en arabe. Il y a des traducteurs, mais quand même, les traducteurs, bon, tous les traducteurs ne sont pas professionnels à traduire l'anglais en français. Quelles seront vos propositions que vous allez amener à Riyad? Merci. Merci. Merci beaucoup, doyen, et c'est très bien noté, c'est très pragmatique. Je pense qu'Absa a très bien noté la question par rapport au message clé qui doit être véhiculé à Riyad par rapport à la question de l'agroécologie. Je me tourne encore toujours vers la droite et nous avons Ngoné pour 1 minute aussi d'intervention. Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Et merci pour les brillantes présentations qui nous ont été faites par les collègues Ibrahim Badi Crafts et Absa de la DITAIES. Juste un point par rapport aux Crafts, parce que comme vous le savez, l'Alliance nationale femmes et foncier quand même est une composante de cette grande dynamique du CRAFS et s'active particulièrement sur la question de la reconnaissance des droits fonciers des femmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je tenais à dire. L'autre chose, c'est qu'en fait, comment aller vers une approche, je ne sais pas, de hybridation, on va parler de ça, du traditionnel au moderne. Tout simplement parce que les solutions qui nous ont été présentées depuis hier, on a comme l'impression que c'est l'apanage vraiment d'experts scientifiques, alors que les communautés ont à la base des pratiques endogènes qui devraient être, par exemple, présentées ici et mises en exergue. L'autre chose, c'est par rapport à un plaidoyer très fort que je voudrais faire pour la zone de Lendeng. Donc ça, c'est vraiment un plaidoyer à adresser à la DITAIES, de voir comment est-ce qu'on peut vraiment dresser une d'Itaïel au niveau de Lendeng. On a remarqué tout le combat qui a été mené récemment autour de cette zone-là de Lendeng qui se trouve juste à côté et qui est en réalité coincée entre une cimenterie, entre les autoroutes à péage, entre beaucoup de choses. Et Lendeng, on va dire, est vraiment le tampon, le poumon vert de la zone de Rufisque. Donc si on doit aller vers un combat qui doit porter vers l'érection de la zone de Lendeng comme étant une zone non édificante, moi je pense qu'il y a un travail qui doit être fait. Merci. Bon, le travail, il a été déjà entamé en termes de mobilisation sociale, en termes de mobilisation judiciaire, différents fronts, mais je pense que là, c'est vraiment un cri de cœur qu'on vous lance encore pour voir comment est-ce qu'on peut vraiment bloquer cette zone-là et l'ériger en une zone non édificante. Merci. Merci beaucoup, Ngoné, pour ces deux éléments aussi extrêmement importants. L'importance des savoirs endogènes et comment les valoriser, mais aussi ce plaidoyer que vous venez de faire. Je pense que c'est très bien noté. On continue sur la même ligne avec Khali. Khali, pour 1 minute aussi d'intervention. Merci. Merci Lamine, c'est Khalifal, je viens de la SAIET. Très rapidement, je voudrais d'abord me réjouir de ce que le CRAFS a présenté tout à l'heure. Je pense qu'on est tout à fait en phase. Bon, de toute façon, quand on parle de POS, bon, tout le monde sait que c'est d'abord dans la vallée du fleuve Sénégal que ça a été expérimenté. Aujourd'hui, personnellement, je suis convaincu que c'est l'un des outils les plus pertinents, vraiment pour asseoir une bonne gouvernance foncière au niveau local. Idem pour les commissions domaniales élargies, je crois que c'est extrêmement important. Et là également, on l'a expérimenté dans la vallée vers la fin aux alentours des années 2008-2009. Et je pense que ça a également donné des résultats. Mais je voudrais juste insister, surtout par rapport à la préservation du patrimoine foncier des communautés locales. Je pense que le CRAFS doit défendre ça courageusement parce que c'est extrêmement important. Et là encore, je pense qu'un terrain comme la vallée du fleuve Sénégal a montré que ce qui garantit la sécurité, ce n'est pas nécessairement la détention d'un titre réel. Des gens ont des titres réels et n'ont pas pu mettre en valeur convenablement. Des gens occupent des terres, les exploitent depuis des décennies et n'ont jamais été inquiétés alors qu'ils ne détiennent aucun titre.
c'est même une question même de paix sociale par rapport à. Je pense que la réforme foncière, c'est pas nécessairement aller vers des titres réels. Je pense que c'est extrêmement important de défendre cela courageusement. Très rapidement, pour terminer, Lamine, sur la DITAS. Je pense que c'est un cadre extrêmement important. À l'instar de la plateforme nationale sur la gouvernance foncière, aujourd'hui, la DITAS offre un peu aux différents acteurs la possibilité d'échanger sur la transition agroécologique, qui est une option irréversible, je pense. Aujourd'hui, au niveau de l'État, c'est une option irréversible. Des actes importants ont été posés aujourd'hui. Elle a parlé un peu de la subvention des engrais organiques. Je pense que c'est grâce au plaidoyer de la DITAS que ça a été fait. Et il y a une adhésion forte aussi de l'État à travers le ministère. Bon, même si je note quand même qu'avec surprise, qu'il n'y a que deux structures qui ont adhéré du côté du ministère, l'ACER et l'ANCAR. Mais je pense qu'il y a peut-être un effort de plaidoyer à faire et que d'autres vont davantage adhérer. Mais je voulais juste attirer l'attention sur deux choses. Quand on parle de souveraineté alimentaire, souvent on pense à l'intensification. Et l'intensification implique souvent recours à des techniques ou à des intrants, en tout cas de notre catégorie. Aujourd'hui, le grand défi de la recherche, c'est peut-être aussi de voir comment promouvoir des techniques, des engrais, en tout cas des organiques, qui soient, en tout cas qui garantissent les mêmes niveaux de rendement, la même productivité que les engrais chimiques pour pouvoir un peu faciliter l'adhésion. Et justement, en parlant d'adhésion, on met souvent l'accent sur les techniques, les innovations, les pratiques, en oubliant souvent l'acteur. Or, c'est l'acteur qui adopte les techniques, c'est l'acteur qui adopte les innovations, et c'est surtout l'acteur qui est à l'origine des dégradations. C'est extrêmement important. Juste une illustration pour terminer. Nous sommes en train de finaliser un travail d'évaluation un peu de taux de salinité au niveau des aménagements hydro-agricoles au niveau de la vallée. On s'est rendu compte, par exemple, qu'au niveau du delta du fleuve Sénégal, aujourd'hui, sur presque 35% des périmètres agricoles, où on fait de la riziculture, on est à un niveau de salinité, d'un niveau de salinité élevé à moyenne. Alors que on y pratique de la riziculture, et comme on le sait, la riziculture correctement pratiquée réduit la salinité. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Donc je voulais terminer par ça, en insistant effectivement sur il faut intégrer un suivi de l'état des ressources, mais également un suivi des pratiques. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup Khalifa pour cette intervention. Je pense que c'est aussi très bien noté et très pertinent. Cette interpellation de mettre l'accent sur l'humain, de mettre l'accent sur l'acteur, qui est lui le facteur de dégradation très généralement, mais qui est aussi la solution par rapport à tout ce qui a été dit. Et je pense que ça c'est aussi très bien noté et que les intervenants auront l'occasion de revenir sur ça très rapidement. Je me tourne vers la gauche pour une dernière intervention. Nous avons les CICE, nous avons plusieurs CICE et je pense qu'ils ont eu l'occasion de se concerter pour trouver celui qui va prendre la parole. Malheureusement, on est contraint par le temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Sendiane Cissé. Je suis du CNCR, mais aussi je suis le point focal du CRAFT. Et vous me permettrez quand même de dire un petit bonjour à Absa quand même, vu sa présentation. Et je suis aussi membre de la DITAEL. Et quelque part, je lui ai demandé, en fait, je vais renforcer son argumentation par rapport à la territorialisation. Parce que ça nous a permis au moins au CRAFT de toucher au moins les acteurs à la base. Et vous avez parlé tout à l'heure de relations entre les communes. Et effectivement, ça a permis au moins de faire ressortir des comités qui étaient dynamiques à la base. Les comités de lutte contre le feu de brousse, comités de lutte contre le vol de bétail, etc. Et là, ça permettra au moins de faire tâche d'huile dans les autres communautés où quand même il y avait une certaine léthargie. Et je pense que ça a été quand même un aspect assez intéressant qu'il fallait faire ressortir dans sa communication. Et ensuite, dans la deuxième intervention, pour terminer, c'est juste dans le cadre du CRAFT. Quelque part, vous avez interpellé tout à l'heure Ba en lui demandant en fait s'il y avait quelques défis que le CRAFT a eu à mettre en place. Effectivement, parce que je pense qu'en désagrégeant son intervention, la structure centrale, c'est-à-dire nationale, nous quand même on a eu à bénéficier de cela. Hein. Parce qu'au niveau de la zone agroécologique qui couvre la région de Tambacounda et de Kédougou, vous n'êtes pas sans savoir que le problème de la Falémé nous a tenu presque en haleine pendant presque des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et quand on a eu à interpeller le CRAFT dans son intervention, c'est vrai qu'on a mis une stratégie, c'est-à-dire la structure est là, qui englobe Tambacounda et Kédougou.
Mais nous autres, on a eu à désagréger cette structure en comité. Parce qu'il y a le comité de Saraya, il y a le comité des autres zones. Parce que quelque part, c'est des gens qui sont impactés et malheureusement, ils sont extrêmement enclavés. Ce sont ces comités, parce que le CAF ne va pas porter la lutte, mais au moins le CAF crée une dynamique locale qui porte une lutte et on vient renforcer pour porter le plaidoyer au niveau national. Effectivement. Et je pense que ça aboutit quand même à la décision du chef de l'État avec ce décret qui a été signé. Oui. Et il y a un aspect sur lequel vous me permettez de rebondir. C'est-à-dire toujours dans nos interventions au niveau du CRAFT, on fait ressortir des aspects qui sont spécifiques à la région de Tambacounda. Quelque part, on a une installation des Burkinabés et des Maliens dans la zone de Saraya et qui constitue un désastre écologique. Parce que c'est des gens qui sont déplacés, c'est des familles entières qui sont déplacées dans ces zones et qui ont défriché des centaines d'hectares qui menacent même l'habitat des chimpanzés. Et malheureusement, je pense que quand on est allé avec Tierno, il peut en témoigner, avec l'équipe du CAF qui était sur place sur la Falémé, on a eu à constater ce dégât. Et quelque part, je pense qu'il va falloir le ressortir dans nos plaidoyers. Oui. Et il y a un autre aspect que c'est juste un questionnement. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas invité le service des impôts et domaines, mais aussi l'INP. Parce que quand on parle de gestion durable des ressources, je pense que les domaines sont interpellés. Parce que dans l'intervention de Baba, il parlait hier au moins de l'urbanisation de la zone des Niayes. Et ils sont impliqués et ils sont au cœur du dispositif. Parce que quelque part, le service administratif, quelque part, non seulement ils sont complices, mais ils sont source même de tous ces désastres-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cissé. Merci pour cette interpellation. Merci également pour les éléments de complément. Et je vais faire une exception. Je vais donner la parole encore à l'autre Cissé pour 1 minute. Parce que vous avez abordé un point, je pense que lui, il pourra revenir sur ça, justement, avec l'implication des domaines. Et c'est surtout son interpellation qui me fait prendre la parole, sinon moi je lui avais déjà volontiers laissé la parole. Oui. Voilà, moi je voudrais intervenir surtout par rapport aux propositions et aux positions du CRAFS. Et voilà, j'ai été très séduit par beaucoup de propositions qui ont été faites par le CRAFS, et notamment le monsieur qui a un peu parlé de l'immatriculation intégrale. Moi, je pense qu'il n'y a pas eu de proposition innovante par rapport à la valorisation du capital foncier. C'est-à-dire aujourd'hui, on parle beaucoup plus de sécurisation foncière. Aujourd'hui, au niveau du ministère des Finances, avec la mise en place du PROMOGEF, le programme de modernisation de la gestion foncière, qui a un outil qui est le SGF, le système intégré de gestion foncière, est aujourd'hui un outil qui va promouvoir et qui va moderniser la gestion foncière, la gouvernance foncière en tant que telle. C'est-à-dire aujourd'hui, tous nos workflows, nos procédures seront dématérialisées et seront gérées par ce système-là. Il y a en parallèle le PROCASEF, qui est un programme aussi de cadastrage et de sécurisation foncière aujourd'hui, surtout dans le milieu rural et dans le milieu périurbain. C'est-à-dire tous ces outils-là aujourd'hui, moi je pense que ces outils doivent être utilisés par les agriculteurs et les milieux ruraux. Je pense que cette modernisation-là ne doit pas laisser en rade aujourd'hui l'agriculture. On a aujourd'hui, ce matin, posé encore le besoin de sécurisation du foncier, mais hier, il s'est posé un problème de financement de l'agriculture. Aujourd'hui, est-ce qu'on devrait s'arrêter à la sécurisation, c'est-à-dire identifier une parcelle et dire que tel en est propriétaire, ne pas lui délivrer de droits réels, ne pas lui permettre de bénéficier de ce capital foncier-là? Moi, je pense qu'il faudrait essayer de trouver un juste milieu, essayer de trouver des financements, voilà, des ressources de financement innovants, qui ne demandent peut-être pas de droits réels, ou bien, si on ne peut pas trouver ces mécanismes de financement-là en l'état, essayer d'aller vers la création de droits réels pour ces communautés-là, en les mettant dans des groupements ou dans des structures
qui peuvent leur permettre de bénéficier de leur capital foncier, mais aussi de leur permettre de financer la communauté. Voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Merci beaucoup. Maintenant, par rapport au... malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps encore. Je sais que vous allez répondre à votre parent, à Cissé, parce qu'il y a effectivement l'INP qui a été invité, les services des domaines également sont tous invités à l'atelier et ils sont même membres de la plateforme. Je pense que ça, c'est aussi important à souligner. Je sens que les participants n'ont pas trop envie d'aller à la pause encore parce que les gens veulent continuer à discuter, mais malheureusement, j'ai plus assez de temps. Je vais juste laisser la parole aux panélistes pour essayer d'intervenir en 1 minute un peu, parce qu'il y a eu beaucoup de contributions, beaucoup de plaidoyers, beaucoup de compléments par rapport aux présentations que vous avez eu à faire. Donc je pense que c'est surtout pour juste prendre note de ce qui a été dit et de voir comment on peut aller de l'avant. Merci. Voilà. Oui, grâce. Moi, je vais revenir sur l'immatriculation généralisée des terres. Bon, on en parle beaucoup, mais pourquoi le CRAFS, en fait, a pris cette position-là, c'est-à-dire de rejeter l'immatriculation généralisée? Ça, c'est au regard de certaines expériences sur le domaine national. C'est vrai que au niveau, la loi sur le domaine national dit à l'article 3, les terres du domaine national peuvent être immatriculées au nom de l'État. Bon, l'article 13 revient pour dire que, mais pour des motifs d'intérêt public ou bien d'utilité publique. Mais c'est souvent à ce niveau qu'on remarque qu'il y a un certain nombre de dérives. Parce que la notion quand même d'utilité publique est une notion qui est floue. Maintenant, aussi, c'est dans un souci également de protéger les terres à vocation agro-pastorale. Parce que souvent, c'est à ce niveau aussi qu'on voit que la plupart des terres qu'on octroie à des privés, tout ça, souvent, ça empiète en fait sur les terres à vocation agro-pastorale. Donc, pour sécuriser en fait ces terres, c'est pourquoi le CRAFS, en tout cas, opte pour le rejet. C'est-à-dire que l'immatriculation doit être un régime d'exception. Parce que déjà, c'est encadré par la loi. Mais pour ne pas aller dans ce sens, pour rappel également, lors du processus de la réforme foncière, tout au début, l'État avait proposé, en tout cas, 2 hypothèses. Tout au début, il avait dit que soit on immatricule les terres au nom de l'État, ou bien au nom des collectivités territoriales. Et là, tout au début, le CRAFS aussi avait posé n'était pas d'accord sur ce. Et même le président de la République lui-même avait prononcé que si en tout cas, on immatricule ces terres au nom des collectivités territoriales, un jour, on n'aura plus de terres. C'est lui-même qui l'a dit. Donc, c'est fort de ces constats et dans un souci de protéger ces terres-là que le CRAFS, en tout cas, opte pour cette position. Merci beaucoup, M. Ba. Je pense que, oui, il y a d'autres interpellations, mais on aura l'occasion, je pense qu'on a des travaux de groupe et on aura l'occasion aussi à la pause de continuer les discussions. Je voudrais donner la parole à Absa. Je pense que la DTAS également a été interpellée. Si vous avez quelques éléments de réponse à donner à ce niveau. Merci beaucoup pour les questions, suggestions et amendements. Peut-être moi, je vais m'appesantir sur la question qui est relative aux données. Pour revenir sur le fait que c'est le travail aujourd'hui qui est en train d'être mené par les membres de la DITAES au niveau des DITAEL. Donc je n'ai pas pu revenir en détail sur ces aspects-là, mais je donnerai juste 2 exemples pour un peu expliquer le mécanisme. Donc il y a par exemple aujourd'hui dans la commune de Ndiop des initiatives prouvées de la productivité, pour répondre en même temps au monsieur, de l'utilisation par exemple de la méthode ZAI, donc où des parcelles de 1000 où on a fait des expérimentations sur plusieurs années ont montré une productivité d'augmentation d'environ 60% sur le 1000. Donc ça c'est pour la zone de Ndiop. Et dans d'autres régions, notamment dans le Sénégal oriental toujours, il y a également ce travail-là qui est fait dans le développement d'innovation agroécologique, donc de co-construction, notamment avec des idéotypes sur les systèmes d'association. Parce ils ont tenté dans cette zone-là une association de niébé et d'arachide, non seulement sur
la praticabilité en termes de pratique culturelle. Il s'est avéré que c'était beaucoup plus adapté, et en termes également de chiffres, par contre je n'ai pas les chiffres pour cette initiative-là, mais il a été prouvé qu'il y a une productivité qui est notée au bout d'une année, de 2 années, au bout d'une année déjà, sur le rendu, sur les résultats. Donc pour dire que maintenant ce sont ces initiatives-là et ces données qui sont reprises par le plaidoyer pour montrer qu'au-delà de ces dynamiques organisationnelles, il y a des résultats. D'autres actions comme la RNA sont un peu plus difficiles à quantifier à cause de tout ce qu'il y a comme implications écosystémiques et biologiques. Mais pour dire, par contre, je suis désolée. Hein. Je voulais juste revenir sur un point qui était lié à l'évaluation. Parce qu'effectivement, on a un souci, et je m'arrête sur l'évaluation, je promets. Il y a plusieurs outils qui sont développés, notamment même par la FAO avec l'outil TAPE, qui sont développés aujourd'hui pour permettre d'évaluer le niveau de transition agroécologique. Par contre, dans les faits, il y a également ce qu'on appelle, c'est quoi un fait finalement? Quand j'étais à Abuja la semaine dernière, il y a un participant du Ghana qui était revenu sur le fait que des pratiques agroécologiques aient pu nourrir des communautés pendant plusieurs années, et ont permis d'asseoir une souveraineté alimentaire en soi, c'est un fait. Le fait que ces pratiques-là aujourd'hui continuent à faire leur preuve, c'est un fait. Et donc, comment est-ce qu'au-delà de ces aspects quantitatifs chiffrés donnés, on prend en compte également ces aspects-là qui ont déjà démontré au cours de plusieurs années la pertinence? Merci. Merci beaucoup, Absa. Je pense que tu es revenu sur ces interpellations, notamment l'évidence de l'agroécologie et de l'impact. Est-ce que ça peut répondre véritablement aux besoins des États, notamment en termes de souveraineté alimentaire? Je vais me retourner vers l'URAP, M. Diouf, pour aussi des interpellations que vous avez eues. Je pense que vous avez eu aussi plusieurs compléments et tout ça. Donc, vous pouvez revenir un peu sur certains éléments. Oui, je pense que je vais revenir sur l'interpellation de mon président. Je pense que le président, l'URAP, je pense, l'URAP c'est la France. Nous, quand on parle de l'URAP, je pense que c'est de la France qu'on parle. Et dans le cadre de l'agroécologie, la France a fait beaucoup pour l'URAP parce qu'on a eu à bénéficier de 5 jours de formation, de 5 jours d'ateliers, de rencontres où les gens étaient, je pense que c'est des journées où la France avait dédié à l'Europe. Donc je pense que ce n'est pas une omission volontaire ou bien ne pas parler de la France. Bon, quand on parle de l'Europe, on parle de la France, ça c'est connu de tous. Concernant les suivis et évaluations, je pense que d'où vient, je fais la transition. Nous, quand on fait des activités, je pense que dans le cadre du suivi et de l'évaluation, on est membre de réseau, on est membre de la France. Donc c'est dans ces cadres où, par exemple, on verse souvent les réalisations ou bien les activités qu'on est en train de mener sur le terrain, ou bien c'est à travers aussi ces organisations qu'on essaie d'évaluer et d'essayer de capitaliser ce qu'on a comme activité et comme initiative. Ça, je pense que c'est les deux interpellations que je pouvais apporter par rapport à ça. Merci. Merci beaucoup, M. Diouf, pour aussi ces éléments de réponse. Je pense que les interpellations ont été surtout des contributions, des éléments sur lesquels vous devez vous baser, surtout pour aller de l'avant et continuer ce travail de nexus. Je pense que nous avons dépassé de 30 minutes le temps qu'on nous avait attribué, mais les discussions, c'était très pertinent de continuer ces discussions. Et je sais qu'il y a effectivement d'autres personnes qui auraient souhaité prendre la parole. Mais je vous invite à aller... on me signale qu'il y a une intervention en ligne. Ok, c'est affiché. Donc c'est une intervention de notre collègue Sidou Tunkara de l'IPAR qui dit, je pense que ce qui est attendu des participants, c'est de faire des propositions à défendre à la COP16. C'est l'objet de cette consultation nationale. Il s'agit de recueillir leurs propositions et les propositions à eux afin de les porter à la COP16 au nom du Sénégal. Et ça, effectivement, c'est sur ça que nous avons travaillé depuis hier. Et c'est ce qu'on va également vous inviter à faire tout à l'heure dans les travaux de groupe.
où nous allons effectivement voir toutes les discussions et toutes les présentations qui ont été effectuées hier, mais aussi les discussions d'aujourd'hui avec le CRAFS, avec la DITAS, avec l'URAP, sur le foncier, mais aussi sur la gestion durable des terres. Donc, essayer de voir comment faire ce nexus-là, et surtout avec des propositions très concrètes, de solutions, de propositions que la délégation du Sénégal pourrait apporter à la COP16, et aussi pour pouvoir défendre les positions du Sénégal, qui fait partie également d'un ensemble plus grand, qui est l'ensemble de l'Afrique. Je pense que c'est ce que nous avons essayé de faire durant ce panel. Donc, je ne vais pas vous retenir encore plus longtemps. Je voudrais simplement vous demander de vous joindre à moi pour applaudir ces panélistes qui ont véritablement partagé des informations claires avec nous. Je voudrais également vous remercier aussi pour vos contributions, pour les interpellations, également pour tout l'intérêt que vous avez porté à ce panel, pour ceux qui sont dans la salle, mais aussi ceux qui sont en ligne.